Donc moi, je suis donc à l'IMT Atlantique, site de Nantes. Je suis dans une équipe qui fait de l'ergonomie cognitive au laboratoire des sciences du numérique en fait nantais. Et je vais vous présenter un projet qui a eu lieu avec le CHU de Nantes. Par ailleurs, je suis aussi le coordinateur d'un cluster de recherche sur les technologies médicales qui s'intéresse en fait à la conception centrée sur l'humain des technologies en fait médicales. Et vous allez voir que ce projet-là en fait en est une illustration. Donc j'ai travaillé pendant longtemps en fait sur les simulateurs médicaux. Vous voyez ce que c'est que des simulateurs médicaux, ceux qu'on voit par exemple dans le commerce en fait pour la chirurgie, par des simulateurs virtuels, hein, pas des mannequins. Et donc ces simulateurs médicaux, c'est extrêmement compliqué à faire. On s'intéresse à des problèmes en fait de toucher qui sont relatifs en fait à la conception de dispositifs haptiques, et c'est vraiment une problématique en soi qui touche plus à la robotique. On s'intéresse à des problèmes de modélisation des connaissances, modélisation en fait de l'anatomie, des problèmes de biomécanique pour réussir en fait à modéliser justement le toucher, les déformations des organes de façon correcte. Je ne parle même pas des interactions des instruments avec les 10 organes. On cherche à matcher en fait, donc du coup la variabilité anatomique en fait de l'être humain, et finalement on cherche à faire en réalité virtuelle au moins de la synthèse d'images qui soit réaliste en fait. Tous ces problèmes-là sont des problèmes de sciences et technologies qui sont des problèmes compliqués en fait. Et du coup amener un simulateur de réalité virtuelle au bout, on l'a déjà fait, ça prend des années en fait, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et éventuellement transférer en fait à l'industrie, éventuellement. Quand on va sur le terrain et qu'on regarde en fait comment ça se passe, donc là c'est l'exemple en endoscopie d'une bronchoscopie, mais on fait de l'analyse de l'activité dans tous les domaines, en robotique chirurgicale et ailleurs, et j'aurais pu prendre d'autres exemples. Quand on observe en fait le praticien, en fait on voit qu'il manipule l'endoscope à deux mains, et du coup on pourrait faire le simulateur qu'on a vu juste avant avec la problématique qu'on avait, en se disant que finalement il contrôle sur l'écran la téléopération, le mouvement de l'endoscope à l'intérieur du corps, et donc en fait ça pourrait fonctionner. Mais sur le terrain, le problème c'est qu'il n'est pas tout seul, il y a des gens autour de lui, et ces gens-là en fait ils s'activent, et en fait on se rend compte que la plupart du temps il n'y a pas deux mains sur l'endoscope. Là en fait il y en a 4 parce qu'il y a l'infirmière spécialisée en endoscopie en fait qui vient l'aider pour l'injection de produits et d'autres gestes, et puis éventuellement il y a un radiologue qui vient en fait, et il y a ce CERM qui rentre en fait en opération, et donc les choses deviennent un peu plus compliquées, et on se retrouve là avec 5 mains sur l'endoscope. Du coup, notre simulateur virtuel avec de l'interaction à deux mains via un dispositif haptique, il nous a coûté cher, mais finalement, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Et du coup, on fait des entretiens d'autoconfrontation, donc on filme avec plusieurs caméras ce qui se passe en salle d'op, on met l'expert devant juste après, ou le novice, ou d'autres personnes qui étaient dans la salle, et on regarde en fait comment ils interprètent et comment ils expliquent ce qui se passe. Le but c'est d'avoir en fait les non-dits, voir en fait ce qu'ils disent mais qu'ils font pas, voir ce qu'ils font en fait mais qu'ils disent pas, et de réussir à comprendre en fait où sont les points difficiles en fait dans le geste. Et du coup on se rend compte, et il y a des gens qui l'ont montré, que faire des simulateurs de tâches partielles en fait ça peut être plus efficace que faire des simulateurs en fait des simulateurs complets. Et qui plus est, un simulateur de tâches partielles qui fait juste un élément en fait de l'apprentissage, ça correspond mieux finalement à ce que les centres de simulation et les écoles de médecine ont besoin, parce qu'ils entraînent rarement un ou deux chirurgiens ou médecins à la fois sur 2 simulateurs à 100 000 €. Ils ont plutôt 10, 12 ou 20 étudiants en fait à la fois. Et là, il n'y a pas beaucoup de centres sur la planète qui peuvent se payer 10 ou 20 simulateurs. Donc du coup, il faut d'autres approches où on traîne sur d'autres choses, comme alors, par exemple cette boîte qui existe en fait, et puis des outils. Là, j'ai montré 2 exemples de simulateurs qu'on avait développé, la vidéo, voilà. Un simulateur pour l'apprentissage juste de l'anatomie des bronches. Donc c'est juste l'anatomie des bronches, et c'est un problème complexe parce qu'en fait les bronches se ressemblent beaucoup, et donc les gens se perdent dedans. Même des médecins qui sont médecins depuis 15 ans, en fait, ils font des bronchoscopies, se perdent dedans. Et donc c'est embêtant parce que quand vous marquez des pathologies dans RB8 et que vous vous trompez, en fait, du coup c'est un tout petit peu embêtant sur le rapport médical. On a fait aussi des outils d'apprentissage, en fait, des quiz en fait pour le diagnostic pathologique. Ça se mesure en termes de sensitivité. Pour l'anatomie, en fait, il y a aussi des tests standards qui existent. C'est pas toujours le cas. En l'occurrence, là, il y a un test standard qui existe qui s'appelle BSTAT. Et donc, du coup, on peut mesurer en fait la performance en fait des outils. Et c'est des choses qu'on peut directement plugger en fait dans les formations. Donc, ok, il y a de la biomécanique derrière parce que c'est quand même des modèles réalistes des poumons, c'est des images réalistes, mais derrière, en fait, ça reste des petits outils comparés en fait à l'énorme truc qui est en fait un simulateur virtuel et qui est très difficile en fait à faire utiliser en fait aux chirurgiens. On a fait des démonstrations de simulateurs où le chirurgien ou le médecin il dit viens, c'est vraiment super, c'est bluffant, etc. Il adore, sauf qu'en fait il l'utilise pas dans sa formation. Donc il y a un problème
de confiance en fait dans ce que vous développez par rapport à ce qu'ils emmènent sur le terrain. Ce genre d'outils, en fait, ça pose pas de problème et on utilise des outils standards. Donc du coup, la problématique de façon générale, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies médicales qui abreuvent l'hôpital pour le meilleur en fait du patient, mais ça complexifie en fait pas mal les choses sur le terrain parce que ça se rajoute. Il y a peu de méthodes obsolètes, les nouvelles technologies se rajoutent aux autres et on en abandonne peu finalement. Les nouvelles technologies amènent de nouvelles erreurs en fait médicales qui peuvent être des événements indésirables, prévenables en fait ou pas. Qui sont liés à des problèmes de conception. Il y a beaucoup de problèmes de conception, d'usabilité en fait avec les technologies médicales, mais pas que en fait. Ça peut être des manques de connaissances, de formation. Il y a le fait que les patients soient de plus en plus conscients en fait et exigeants vis-à-vis en fait, de leur technologie. Et du coup, quelque chose qu'on a observé nous sur nos formations, c'est que en formation professionnelle, les médecins viennent pendant quelques jours en fait. Quelques heures, se former en fait sur une nouvelle technologie. Ils reviennent éventuellement plus tard, mais quand ils retournent en fait dans leur centre, ils poussent pas forcément le bouton en fait. Ils n'utilisent pas forcément la technologie parce qu'ils n'ont pas d'experts à côté d'eux pour poursuivre en fait la formation, pour les aider. Et les systèmes de téléassistance, télémentoring, en fait, ils émergent, mais ils n'existent en fait pas encore. Et donc du coup, sur des formations en fait, qui ont coûté cher, parce qu'en fait c'est difficile de quitter son service pour aller ailleurs se former parce qu'il faut se faire remplacer, la formation coûte cher, le déplacement coûte cher, il n'y a personne pour voir les patients. Enfin, la formation professionnelle dans le monde de la médecine, ça pose des problèmes sidérants par rapport au reste en fait, de l'industrie, où il y a déjà en fait, des problèmes de logistique et d'organisation. Et quand la personne revient, si en plus elle n'utilise pas en fait, ce à quoi elle a été formée, c'est dramatique parce qu'en fait elle a pris la place de quelqu'un sur la formation et c'est un déficit de qualité pour ses patients puisque finalement elle ne rapporte pas cette nouvelle méthodologie dans l'hôpital en fait. Et donc ça en fait c'est vraiment embêtant et du coup, on s'intéresse principalement, dans le projet que je présente aujourd'hui, comme pour la bronchoscopie, à l'endoscopie, parce que les endoscopes en fait se répandent, enfin il y en a partout. C'est une technique d'imagerie qui est complètement sortie en fait de la radiologie, qui est utilisée par des tas de disciplines en fait médicales, entre autres en chirurgie thoracique, en médecine thoracique et en chirurgie thoracique. Et donc, il y a aussi ces outils en fait évoluent énormément et ils proposent en fait des nouvelles modalités en fait de visualisation, LBI, LCI, ça dépend en fait d'MBI, ça dépend en fait des constructeurs. Ils ont chacun leur système de filtre visuel qui permettent en fait de faire des diagnostics visuels, donc de plus passer directement par la napate, mais de détecter en fait des cancers à des stades très très tôt pour réussir en fait à faire des biopsies au bon moment, au bon endroit en fait, et faire des diagnostics le plus tôt possible. L'inconvénient, c'est que ces nouvelles modalités d'image, elles sont disponibles sur tous les endoscopes depuis un certain temps. Donc vous pouvez considérer que tous les hôpitaux en France ou en Europe ont cette techno en fait à disposition, mais les gens ne poussent pas le bouton parce qu'ils ne savent pas le faire. Voilà. On n'a pas les chiffres exacts, mais en fait, le nombre de gens qui sont formés à ça en fait est plutôt faible. Donc en fait, on travaille avec le DU endoscopie du CHU de Nantes, qui est un DU d'endoscopie diagnostique avancée, alors en gastro-entérologie en l'occurrence, qui est un peu une formation de référence en France sur le sujet. Et ce qu'on a fait pour eux, c'est une plateforme qui permet en fait de faire de la formation suivie, donc de la post-formation, continuer à suivre les gens après qu'ils aient fait leur formation de quelques jours en fait à l'hôpital. Parce que finalement, le niveau de compétence sur nouvelles modalités de diagnostic, d'imagerie diagnostique que vous avez apprises en 2-3 jours, avant d'être vraiment opérationnel, il faut plus que 2-3 jours en fait. Et donc cet outil-là, qui est finalement un outil relativement simple par rapport au simulateur de réalité virtuelle qu'on a pu galérer à faire en fait dans le passé, c'est un forum en fait en ligne, mais un forum thématique qui est vraiment dédié à l'imagerie médicale. On s'est servi de notre expertise et des connaissances qu'on avait du terrain pour se rendre compte que les images des endoscopes devenant très haute définition, vraiment précises. Il pouvait y avoir même plusieurs pathologies sur une image. Ce qui est intéressant, en fait, c'était de marquer eux-mêmes des zones très précises, contourer des zones très précises de vascularité en fait, dans l'image qu'ils pouvaient voir sur une image NBI, par exemple, et diagnostiquer en fait, par zone. Et les diagnostics, en fait, en l'occurrence, sont posés avec le vocabulaire en fait, des ontologies médicales de référence, parce que dans la plupart des domaines, par exemple en gastro-entérologie, la communauté internationale ou éventuellement nationale s'est entendue en fait, sur la façon de décrire en fait, les pathologies pour tel type en fait, pour ces systèmes en fait, d'imagerie et de diagnostic en fait, optique. Le truc qui est encore génial, c'est qu'ils font encore des biopsies, bien sûr. Et donc, comme vous avez le résultat de la biopsie, ben, en fait, vous avez la vérité, éventuellement quelques semaines après, mais vous avez la vérité de terrain.
vous avez la vraie réponse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants de l'information postent des images, ils posent des questions aux experts, ils s'aident aussi entre eux, en disant bah, c'est peut-être ça, il y a un taux de confiance associé au diagnostic, on peut proposer plusieurs diagnostics sur une même zone, et à la fin, celui qui a posté l'image, s'il a fait une biopsie, il peut proposer en fait la NAPAT, et donc là, on a la vérité en fait, on a la vérité de vraiment ce qui s'est passé. Et ça, du coup, c'est super intéressant parce que vous pouvez backtracker, vous pouvez revenir en arrière, pardon, sur ce que les gens ont indiqué et du coup un peu évaluer la façon, le niveau de leurs compétences et comment ils évoluent dans le temps à travers finalement leur diagnostic et voir en fait s'ils matchent de mieux en mieux la réalité, ce qui est en fait ce qu'on espère. Donc on travaille avec ce fameux DU d'endoscopie en fait avancée. On a fait une première évaluation en fait l'an dernier. On s'est retrouvé avec 102 images postées en 5 jours. Et là, clac, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec le problème de tous les outils de crowdsourcing, des trucs genre Stack Overflow, Yahoo Questions-Réponses, qui sont abreuvés. Il y a trop de questions. Il y a plein de gens en fait qui posent les mêmes questions plusieurs fois, donc ils passent un temps fou à essayer de détecter ça, renvoyer sur les bons liens, etc. On n'a pas exactement le même problème, on a des problèmes similaires avec des gens qui éventuellement, bien que ce soit en l'occurrence à des petits groupes, le DU endoscopie c'est une vingtaine de personnes, ils en ont recruté 30 cette année, donc c'est un petit peu plus. On peut se retrouver avec des masses d'images en quelques jours qui sont trop importantes. Et là, du coup, que ce soit du côté étudiant ou du côté expert, en fait, c'est too much, en fait. Donc l'idée, en fait, c'est derrière cette initiative interactive d'IHM collaborative pour l'apprentissage, c'est de mettre des systèmes qui permettent, en faisant des statistiques de base et à terme, en fait, des techniques d'IA, d'aider à améliorer la vie du forum et optimiser la vie du forum pour pas qu'il meure en fait écroulé sous le nombre d'images et le nombre en fait de requêtes qu'il peut y avoir, même dans le cadre de petits groupes, parce qu'en fait dans des petits groupes on pensait pas forcément avoir en fait ce problème-là. Donc par exemple, qui a déjà répondu à ce type de questions, qui est le plus apte à répondre, donc réussir à calculer des scores en fait par rapport à ça pour orienter les gens vers les bonnes questions. Et éventuellement, est-ce qu'il y a déjà eu des images similaires? Donc là, vous voyez, on commence à rentrer dans des techniques proches de l'analyse automatique et de l'IA, sur est-ce qu'il y a eu des images similaires de postées pour lesquelles on aurait déjà un diagnostic qu'on pourrait montrer autour pour aider en fait la personne à faire le diagnostic. Donc en fait, c'est une approche collaborative en termes de recherche entre des gens qui font de l'IHM et des gens qui font de l'IA. L'idée, c'est de faire une co-construction. Donc on part d'un forum en fait, qui permet aux gens de construire, de poster des images et de les qualifier. Donc vous voyez, on a une source d'images qui vient d'un petit groupe de personnes, donc en fait qui est de très haute qualité, parce qu'on a les images, on a les diagnostics et éventuellement on a la NAPAT à la fin. Donc finalement, on a, j'exagère un peu, mais on a, je pense, qu'on peut faire de mieux en termes d'images endoscopiques et de diagnostics associés. Donc vous avez une base de données d'images en fait de très haute qualité. L'idée, c'est de venir mettre les algorithmes statistiques ou d'IA au fur et à mesure en fait en place pour aider le forum à vivre en fait et à orienter les bonnes personnes sur les bonnes questions. Et puis au fur et à mesure en fait qu'on avance, que les bases d'images puissent servir en fait à des algos d'apprentissage pour conseiller en fait en termes de diagnostic. Donc il y a cette sorte de co-construction en fait dans le temps de l'approche interactive où la connaissance au début vient de l'humain. Et au fur et à mesure, on essaye en fait de la suppléer ou de l'assister en fait avec de la connaissance qui vient de l'IA. Donc on ne part pas d'une base de données de 20 000 images avec des données de qualité extrêmement variable, qui est un des problèmes quand même de l'IA, c'est la qualification des données que vous avez à la base. On construit des bases de données sur des petits groupes, donc en plus qui ont été formés de la même manière, donc qui sont très cohérentes en matière de connaissances, et on déclenche les algos d'IA en fait là-dessus. Voilà. Donc des profils enrichis, des stats et l'optimisation du forum. À terme, l'assistance au diagnostic en formation, pourquoi pas plus tard, en salle d'op, mais là on n'y est pas du tout. Et puis la valorisation en fait, des bases d'images qualifiées, parce qu'en fait avoir une base de données d'images, pas pour nous, mais pour les médecins, parce que ça reste leurs images, avoir une base de données d'images en fait, avec des informations pointues dessus, en fait, ça peut servir à autre chose en fait, qu'à nous. Un petit mot en fait sur la partie IA. J'ai un collègue à l'université qui travaille en fait avec moi sur l'approche deep learning, où il a une approche un petit peu originale en fait, où finalement ce qu'il fait, c'est qu'il construit des vecteurs avec la portion de l'image extraite qui a été marquée, donc découpée en fait par les médecins. Il ne travaille pas sur toute l'image, il travaille vraiment que sur la zone qui les intéresse. Les diagnostics qui ont été posés dessus, donc une description qui elle en fait est en vocabulaire et qui est sémantisé, donc vocabulaire de qualité qui vient des ontologies, et puis des discussions qui, elles, sont en texte libre. Donc finalement, il compose 3 éléments, du graphique, du texte structuré et du texte libre, en fait. Donc 3 manières. Il construit des vecteurs avec ça, et il essaye, en fait, du coup, de faire, voilà, de sortir les informations sur les
sur les bases d'images et sur les diagnostics à partir de là. On n'y est pas encore parce que justement nos bases grossissent au fur et à mesure. Et donc pour l'instant, on n'a pas assez d'images en fait pour lui, mais le but c'est de le faire au fur et à mesure. Et en informatique, on est des gros consommateurs aussi d'énergie, c'est un peu la cata. Enfin, et au labo, on se pose souvent la question de comment on pourrait changer les choses. Alors ok, il y a une équipe qui bosse sur le Green IT, c'est bien, mais moi en fait, je sais pas quoi faire. Et on se dit qu'en fait, avoir des bases de données qui sont petites, qui grossissent au fur et à mesure, sur lesquelles on balance des algos d'IA au fur et à mesure, c'est peut-être plus intelligent que prendre des bases de données gigantesques, aller consommer des ressources gigantesques sur des... C'est la fin du temps, c'est ça? J'ai pas regardé l'heure de départ. C'est mon avant-dernier slide. D'accord. Donc c'est peut-être mieux qu'elle est balancée en fait sur des grilles de calcul et sur des bases de données d'images monstrueuses. Voilà, donc une co-construction où l'IA évolue, elle grandit d'un côté en même temps que les gens en fait se forment. Donc le diagnoscopie avancée pour l'instant, ils en sont à 70 personnes de formées sur 5 ans. Ils grossissent au fur et à mesure parce qu'ils ont beaucoup de succès. Ils en ont 30 en fait cette année, bien qu'ils sélectionnent les gens. La plateforme du côté IHM, elle est construite sur des techno-clouds relativement classiques, donc ça peut passer à l'échelle. En fait, c'est pas vraiment en fait un problème. Voilà. Donc au bout du compte, nous on estime qu'il nous reste 6 mois avant de travail, avant de réussir à avoir une plateforme que le DU pourrait utiliser de façon robuste, parce que pour l'instant, ça restait quand même du proto de recherche, ce qu'on sait faire, mais on ne sait pas forcément aller très bien au-delà. On est dans une école d'ingénieurs, donc je me fais aider par d'autres éléments, mais on a encore 6 mois de travail. Par rapport à ça, en fait, on a des contacts avec Fujifilm pour l'instant pour essayer d'industrialiser en fait un petit peu la chose. Et puis avec la Société française de gastro-entérologie, voilà, il y a 1500 gastro-entérologues en fait dans cette société scientifique. Il y a 4500 gastro-entérologues, je crois, en tout en France. On voyait le potentiel de développement parce que ceux qui utilisent en fait les diagnostics avancés en optique, finalement, c'est une fraction seulement de cela. Et puis, il y a un potentiel dans toute technologie endoscopique, en fait, en urologie, en gynécologie, en ORL, en thoracique. Ils utilisent tous, en fait, des endoscopes flexibles maintenant, quasiment systématiquement. Ça, c'est une technologie qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Il y en a partout, mais les gens ne sont pas forcément formés. Voilà. On démarre une collaboration en fait avec on essaie de collaborer avec des gens du LAT Team qui travaillent justement aussi sur des aspects IA, mais côté vidéo, parce que ces gens-là font aussi des vidéos. Et puis pourquoi pas en fait avec d'autres gens à l'IMT. Si vous vous intéressez à l'endoscopie, vous pouvez venir discuter avec moi. Voilà. Merci. Bien, on a le temps pour une ou deux questions. Donc, je ne sais pas si... Ah oui, vas-y. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé tout au départ de technologie centrée humain, d'approche de la technologie centrée humain, et puis vers la fin de votre présentation, vous l'avez clairement définie. Et du coup, je me demandais si vous pouviez nous donner une référence. Est-ce que c'est une théorie dans laquelle vous vous inscrivez, ou c'est votre rapport propre? Et donc la biblio, là, c'est vous. Non, c'est pas moi la biblio, j'aimerais bien. C'est pas moi. Donc c'est des techniques qui sont en sciences humaines de manière générale, tout ce qui est il y a ces différentes techniques en fait en sciences humaines pour aller observer le travail réel, en sociaux à l'échelle macro, et puis moi de mon côté en ergonomie plutôt à l'échelle en fait micro. Et donc ce qu'on fait, c'est de l'observation in situ. Et là j'ai parlé de c'est Terpero en fait qui a fait ces techniques d'autoconfrontation et d'analyse de l'activité où les gens en fait viennent revivre juste après l'événement en fait. Et se confronter en fait à leur vidéo, leur propre pratique, pour dire en fait comment ça s'est passé. Voilà, faut apprendre à les mener, mais ça se mène. Et donc c'est une source d'information importante, en particulier pour tout ce qui est non dit en fait, tout ce qu'on observe avec finalement. Parce que tout ça c'est des PUPH, hein, ils enseignent à des internes, mais en fait ils disent pas tout ce qu'ils font aux internes parce qu'il y a des choses en fait qui sont complètement intégrées, donc ils pensent pas à dire. Et puis ce que j'ai dit en fait, ils font des choses qu'ils disent pas aussi, voilà. Ou ils disent des choses qu'ils font pas. Ça, c'est encore autre chose. Ok, oui. Je sais pas ce qui est plus simple. Vous avez un moment parlé d'une ontologie de référence. C'est laquelle, le NCIT ou... Alors en fait, pour l'anatomie, on me disait SNOMED City par exemple, mais dans lesquels il y a une autre ontologie qui, je ne sais plus comment ça s'appelle pour l'anatomie. FMA. FLA.
En l'occurrence, ça c'était pour l'anatomie. Pour les diagnostics, en fait, c'est des papiers publiés internationaux d'un ensemble de gastro-entérologues en fait, qui se mettent d'accord en fait, sur le vocabulaire et les types de pathologies, par exemple au NBI. Maintenant, c'est pas forcément déjà intégré en fait, dans ce domaine, dans d'autres ontologies. Ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a un vocabulaire de référence qui est utilisé dans la communauté. Est-ce qu'il est déjà intégré dans une ontologie? Pas forcément. Mais en tout cas, les descripteurs sur lesquels et les types de pathologies qu'ils voient par rapport à certains patterns de vascularité, ils sont du coup d'accord dessus. Le DU, par rapport à ça, apporte un socle de connaissances en, fait, en endoscopie. Et à la limite, ce qui est important, c'est que le DU, les experts du DU soient d'accord entre eux sur le... Voilà. Après, la question des ontologies de référence et l'usage de l'asnomètre qui pose quelques problèmes annexes et financiers, c'est un autre problème. Oui, tout à fait. En thoracique, par exemple, ils n'y sont pas tout à fait encore. Ils n'ont pas encore exactement le même niveau de... Alors, dans ce cas-là, vous prenez le vocabulaire de référence des experts avec qui vous travaillez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et éventuellement, c'est un consensus international ou pas. Voilà. Très bien. Merci encore, Cédric. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Il y aura un petit peu de temps pendant le déjeuner ou aux pauses. Et puis, on va passer donc à l'exposé suivant, qui va être donné aussi à deux voix, donc par Marie-Julie Cator de l'Université de Nîmes et Béatrice Abril du CHU Carremo à Nîmes. Bonjour. Je vais vous présenter avec Marie-Julie notre projet SomHealth sur les troubles du sommeil et particulièrement l'insomnie chronique. Donc, moi, je suis Béatrice Abril, je suis médecin neurologue au CHU de Nîmes. Je m'occupe de l'unité sommeil, donc je vais faire plus la partie médicale, donc le rationnel de ce projet. Donc, je vais vous expliquer déjà pourquoi le sommeil est important. Donc, le sommeil est une fonction vitale. Vous savez qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Et pendant le sommeil, se passe plein de choses, comme des sécrétions hormonales. Vous savez qu'on dit que pendant le sommeil, on grandit. Donc, c'est vrai. On produit l'hormone de croissance, en sommeil long profond, en début de nuit. En fin de nuit, le pic de cortisol qui nous réveille. La sécrétion de mélatonine, quand on s'endort quand la mélatonine augmente. Et du coup, on ne peut pas vivre sans ça. Il faut dormir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que 10 à 20% de la population est insomniaque chronique. Donc, qu'est-ce que l'insomnie chronique? C'est une maladie très particulière. C'est une maladie, les critères d'insomnie chronique sont subjectifs. C'est-à-dire, c'est un patient qui va venir en consultation et qui va dire, écoutez, je dors mal, ou j'ai du mal à m'endormir, ou je me réveille souvent la nuit, ou il y a quelque chose qui se passe dans mon sommeil, et du coup, le lendemain, je suis KO. Donc, pour avoir les critères d'insomnie chronique, donc de maladie chronique, il faut que ces événements surviennent au moins 3 fois par semaine, pendant plus de 3 mois, et qu'il y ait une conséquence la journée. Donc on peut dire, bon, on a tous eu une nuit d'insomnie, mais quand au quotidien on se lève le matin fatigué, ça a un retentissement la journée, qui est un retentissement à court terme, donc on peut être un petit peu somnolent. Il faut savoir que 20% des accidents de la route, c'est des endormissements au volant, pas tous à cause d'une insomnie. Il y a multiples causes, mais c'est quand même important. Il y a une augmentation de l'appétit, parce que je ne vous ai pas dit que pendant le sommeil, il y a aussi une régulation des hormones ghrelines et leptines. Vous en avez entendu parler, des hormones de la satiété et de la faim. Donc, il y a un surpoids, il y a bien sûr une émotivité et une diminution des performances immunitaires. Si on dort les études, souvent, c'est des études où ils montrent moins de 6 heures de sommeil par rapport à plus, moins de 6 heures de sommeil, plus de 4% de rhume chez ces patients. Et donc, ça, c'est à court terme, on va dire, bon, c'est pas très important, mais à long terme, c'est vraiment très important, puisque moins de 6 heures risque d'être diabétique type 2, plus de 28%, plus de 15% de maladies cardiovasculaires, hypertension, infarctus, et bien évidemment tout ce qui est coût sociétal avec l'absentéisme au travail et la consommation de benzodiazépines, 130 millions d'euros en 2005 en hypnotique. Donc,
bon, c'est pas très bien de parler des chiffres comme ça, mais c'est pour vous donner l'importance de cette maladie qui est parfois sous-estimée et qui a énormément de conséquences au quotidien. Donc, on dit très bien l'insomnie, et qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, on a un traitement, on sait traiter l'insomnie chronique, ça se traite très bien avec ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, qui guérit 70% des insomniaques au bout de 6 mois. Donc c'est génial, c'est quand même un beau succès. Rapidement, cette thérapie comportementale, c'est un petit peu changer les cognitions, donc les idées et les comportements de ces personnes, puisque l'insomnie, c'est un malheur de la société actuelle. Hein. Et donc, en peu de séances, on arrive à bien améliorer cette insomnie. Et la problématique, bien sûr, c'est qu'on n'y arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que les consultations, c'est de longue durée. Donc le premier pilier pour ces patients, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, il a 17 minutes pour voir un patient. Et ce patient, en moyenne, il a 2,5 motifs de consultation. Et donc l'insomnie, elle vient le 24e motif de consultation. Donc normalement, l'insomnie se traite quand il part, au revoir. Et d'ailleurs, je ne dors pas bien, ben attendez, je vais vous prescrire un petit truc. Et donc ça chronifie cette maladie. Et il y a encore une complication. Je vous ai dit que c'est une maladie subjective. Donc le patient, il a besoin d'objectivité. Il a besoin de dire, écoutez, il faut que je vois pourquoi ça arrive et qu'est-ce qui se passe. Et donc l'examen phare, qui je pense, bon, je suis à l'école des mines, mais je pense que c'est le gold standard et il est irremplaçable, c'est la polysomnographie. Donc plein de capteurs, c'est un examen magnifique, mais les délais, c'est plutôt d'1 an, 6 mois, 1 an. Et surtout, on n'enregistre qu'une nuit, alors que l'insomnie, c'est une maladie chronique. Donc on peut être sur une bonne nuit de ce patient, donc il est plutôt frustré de dire « zut, j'ai bien dormi », ou il peut ne pas dormir, donc ça ne va rien nous apporter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces patients ont vraiment besoin d'objectivité, donc ils viennent avec tous leurs gadgets en consultation. Donc tous leurs montres, le téléphone, ben écoutez, ça fait 3 mois que je n'ai pas de sommeil lent profond, je l'ai vu avec mon téléphone, je l'ai mis sous l'oreiller, et donc ça complexifie la prise en charge du patient, et en tout cas, moi, et je pense que tous les somnologues, c'est comme ça qu'on appelle les spécialistes de sommeil, on est vraiment frustrés parce qu'on sait traiter cette maladie et on n'arrive pas. Et c'est la rationalité de ce projet. Je vais laisser la parole à Marie-Julie. Alors en effet, on voit que du côté médical, il y a un vrai problème de prise en charge, même si les solutions sont envisagées mais pas mises ensemble en fait. Et ce qu'on voit, c'est que du côté des patients, en effet, les patients, devrait plutôt dire des citoyens, parce qu'ils ne sont pas patients, quand ils s'auto-équipent de ces dispositifs mobiles, puisqu'on a quantité de dispositifs commerciaux dédiés au sommeil qui sont utilisés par les citoyens en dehors de tout suivi médical. Ce qu'on observe dans les études d'usage, c'est qu'ils sont souvent abandonnés au bout de 6 mois, en général, au-delà de l'effet waouh. Et puis, surtout, il nécessite un vrai besoin de développer la littératie numérique en santé. Le deuxième élément qui était important aussi dans notre préparation avant de développer notre projet, c'est de voir que d'un côté, on a des outils de mesure qui sont développés dans la pratique médicale, mais qui sont mal compris et donc mal utilisés par les patients. En particulier, dans notre cas, l'agenda du sommeil papier ou encore des actimètres médicaux. Ce qui laisse apparaître finalement un différentiel entre des outils de mesure et la perception, le vécu par les patients, puisque comme le docteur Labril vous l'a bien précisé, l'insomnie c'est une plainte subjective. Et c'est sur cette plainte subjective qu'il faut travailler. Ce qui laisse apparaître pour nous un besoin de développer une recherche qualitative pour pouvoir travailler sur cette plainte subjective. Ensuite, ce qu'on observe aussi dans la veille technologique, c'est qu'on a énormément de dispositifs développés, soit en étant centrés pour les médecins, soit en étant centrés sur les patients, mais finalement on a peu de projets qui, dans une dynamique plus systémique, envisagent tous les usagers et pas seulement justement les end users. On observe aussi une perte informationnelle liée au manque d'outils de communication uniques entre les professionnels de santé qui vont accompagner le patient et entre le patient et ses professionnels. Enfin, très précisément dans la localité dans laquelle nous nous situons, il existe
aucune association de professionnels de santé dédiés à l'insomnie, ni d'association de patients, puisque les deux seuls réseaux qui existent sont à Paris, le réseau Morphée pour les professionnels et France Insomnie pour l'association de patients. Donc là, c'est vraiment un moment pour nous où on voit se dégager un besoin de recherche et surtout une méthode particulière pour englober la complexité de tous les acteurs à prendre en compte finalement dans ce type de pathologie chronique. Et c'est ce qui nous a amené, à partir d'une vision systémique, inclusive, à nous orienter vers le design social et notamment à essayer de répondre à cette problématique. Donc vous voyez qu'il y a une double problématique. Pourquoi ? Parce que notre parti pris, c'est de travailler à partir de la recherche projet, telle qu'elle a été développée par Alain Findeli notamment. Pour en dire quelques mots, c'est travailler à partir des méthodes créatives du design, les associer aux méthodes qualitatives et participatives des sciences humaines et sociales. On pourra revenir sur le cadre théorique au moment des questions. Et cette problématique, elle laisse donc apparaître une question de design, le projet auquel on doit répondre puisqu'on travaille avec des médecins et des patients, et puis une question de recherche qu'on développe sur ce projet en train de se faire. Cette problématique, elle concerne à la fois la thématique des technologies numériques en santé, en particulier dans le cas des maladies chroniques, et celle de l'optimisation de l'organisation du système de santé, avec deux objectifs. Le premier qui est donc d'inclure, de faciliter l'usage du numérique dans la pratique médicale et paramédicale pour favoriser l'accompagnement des patients par les professionnels de santé et du soin, j'insiste sur cette nuance, et donc à terme d'améliorer la performance et le parcours de soins des insomniaques et la communication entre les professionnels de santé et les patients. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 ans, puisque ce projet existe depuis 3 ans? Je voudrais juste préciser qu'à la base, nous étions 3, donc 2 somnologues, Dr Abril, Dr Brisson et moi-même, donc étant maîtresse de conférences en communication et design. Et puis maintenant, nous sommes 5, avec Pierre-Michel Richiot, donc de l'école des Mines d'Alès, et Elisa Vrambel, doctorante, dont on pourra reparler à la fin. Donc c'est un projet d'équipe qu'on est venu présenter. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 ans ? En fait, on a fait un cycle d'itération sur 3 ans, d'observation, d'entretien, d'ateliers. L'idée, c'est de montrer justement les multiples parties prenantes qui interviennent pour montrer que ce sont aussi des usagers, je pense en particulier aux secrétaires, qui font le lien entre ville et hôpital et qui étaient le plus à même de nous donner des informations cruciales pour ce projet, avec différents terrains, différents objectifs qui ont été menés. En fait, on a travaillé de manière itérative sur nos solutions, avec parfois des terrains menés avec des designers professionnels. On a travaillé aussi avec des étudiants. L'idée étant de mener des ateliers pour imaginer le réseau d'acteurs et les outils qu'on aurait au service de l'éducation thérapeutique, travailler sur la web application qui fera aussi partie de notre solution. Voilà, différentes itérations qui ont été menées pour aboutir à quel type de résultat. Le résultat, on peut le présenter ici. Dans une logique de design de service, finalement, le dispositif que nous proposons comprend plusieurs supports, chacun constituant une partie de la réponse à la question de recherche que nous avons formulée en amont, et chaque solution essayant de répondre à un problème qu'on a identifié, notamment dans la phase d'étude qualitative. Donc ce dispositif comprend un ensemble de solutions, notamment un parcours de soins repensé pour les patients, la création d'un protocole de suivi pour les médecins généralistes avec des outils d'éducation thérapeutique, puisque comme le docteur Abril l'a précisé, il y a vraiment un travail main dans la main là, entre ville et hôpital. La conception d'un service numérique qui comprend une plateforme, une web application, un objet connecté intégré dans un réseau d'acteurs. Ce réseau d'acteurs comprenant des professionnels de la ville, de l'hôpital, mais aussi des patients et à terme des patients experts. Et qu'est-ce qu'on a produit ? Finalement, nous avons développé plusieurs maquettes du service numérique sous différentes formes. Par exemple, des maquettes de l'application pour les patients, sous plusieurs formes, donc maquettes papier, maquettes filmées, maquettes numériques, ou encore des maquettes de la plateforme numérique, de l'interface de suivi pour les médecins, par exemple, ou de l'interface publique pour tout citoyen désirant s'informer sur l'insomnie chronique. Ces maquettes ont ensuite été testées par les patients, par les professionnels de santé qui nous accompagnent depuis le début du projet, au fur et à mesure des différents ateliers qu'on a menés sur 3 ans.
Et à ces résultats tangibles s'ajoutent aussi, donc on pourrait dire que ces résultats tangibles composent la réponse par le design à la problématique, s'ajoutent les résultats de la recherche qualitative menée sur 3 ans. Donc ça comprend de l'analyse de parcours de soins, des entretiens, des observations ou des études d'usage de dispositifs existants, etc., etc. Là, ça contribue aussi, une contribution significative à la recherche sur l'insomnie chronique, puisque c'est une pathologie chronique oubliée alors qu'elle est pourtant un problème de santé publique, comme nous l'avons vu au début de notre présentation. Ces recherches ont été valorisées par des publications, notamment en sciences humaines et sociales, depuis 3 ans, et l'organisation d'une journée d'études, c'était en juin dernier. Ce qu'on souhaiterait faire maintenant dans une démarche plus prospective, ce qu'on va faire d'abord, c'est développer la recherche, donc avec le lancement d'un travail de thèse avec Elisa Vrambel, ici présente, donc au sein du laboratoire Project, soutenu par la région Occitanie. Ce qu'on aimerait faire, c'est développer le projet. En fait, nous avons fait des maquettes, nous voudrions faire un prototype fonctionnel afin de pouvoir mener à bien des études cliniques et en même temps des études d'usage. Donc là, nous sommes dans une phase de recherche de financement pour ce prototype fonctionnel. En gros, tout est conçu et il nous manque des moyens. Les médecins généralistes attendent la solution puisqu'ils l'ont testé en fait en atelier. Ils aimeraient bien pouvoir l'inclure dans le parcours de soins. Et puis, cette présentation, elle vise aussi à interpeller sur l'impact de l'insomnie chronique sur la qualité de vie au quotidien, mais aussi au travail. Et finalement, dans un contexte de recherche, d'amélioration de la compétitivité des organisations, des entreprises, le sommeil est un enjeu majeur. Peut-on améliorer la performance sans s'intéresser à la question des enjeux liés à la recherche appliquée autour du sommeil ? Bon, bien sûr, notre réponse, c'est non. Il faut s'y intéresser. Et notre projet vise à proposer une contribution significative sur la question, et nous avons donc besoin de moyens pour continuer cette recherche. Nous souhaiterions remercier tous ceux qui nous soutiennent depuis 3 ans, donc je pense en particulier aux patients, aux médecins et tous les professionnels de soins, mais aussi le CHU de Nîmes, le laboratoire Project de l'Université de Nîmes, Nîmes Métropole, l'IMT Minales et la région Occitanie. Merci. Merci beaucoup. Alors, une question, là, je vois déjà une main qui se lève là-haut. Bonjour, je voudrais savoir, sur la partie de l'investissement de IMT Minales dans ce projet, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu l'apport justement de l'école à vos recherches ? Alors là, on est dans une phase où justement la thèse développée par Elisa Vrambel est menée en co-tutelle avec l'IMT Minales. Donc je pense que Pierre-Michel pourrait peut-être répondre. Pierre-Michel Richaud. Oui, en tant que directeur de recherche, si vous voulez, l'idée, c'est véritablement maintenant d'associer, en fait, à partir de l'ensemble de ce qui a été réalisé, qui nous paraît très intéressant au niveau de l'IMT, de franchir une étape et de transformer déjà cette maquette en prototype. Parce que par exemple, on a vu avec la présentation ce matin de IIT Health, on pourra véritablement candidater à des appels de fonds plus importants pour développer le projet, et alors qu'on aura un prototype digne de ce nom, qui pourra être testé en grandeur réelle dans le cadre d'une étude clinique, par exemple, mais réellement menée dans les règles de l'art. Quand, par exemple, Marie-Julie a précisé que la maquette avait été testée auprès de patients, si vous voulez, pour nous, ce n'est pas une étude clinique dans les règles de l'art, c'est des tests préliminaires qui permettent de savoir si on est plutôt dans la bonne direction. Mais je pense que si on veut maintenant franchir une étape, véritablement, il faut qu'on passe de la maquette au prototype et véritablement que ce prototype, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste médical, hein, d'où l'intérêt justement de travailler avec le docteur Abril, mais qu'on puisse justement conduire une étude clinique dans les règles de l'art. Je pense qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, que ce soit en termes de patients, de manière de procéder, etc. Et là, nous, IMT, on est là justement pour accompagner le processus. En gros, c'est de manière un peu schématique. Notre objectif premier, à travers la thèse qui débute là maintenant, c'est de passer de la maquette au prototype.
Sachant que, de notre point de vue, le travail d'un doctorant ne suffit pas, quoi. C'est tout un ensemble, puisqu'il faut appréhender la chose d'un point de vue systémique, quoi. Moi, j'ai une question de compréhension. Vous nous avez dit qu'il y avait deux choses dans l'approche. Il y avait une façon... Excusez-moi, j'ai un petit chat. Il y a une approche de détection, hein, et puis il y a une approche de rééducation comportementale. Et de votre exposé, je n'ai pas compris sur quoi ça porte. Est-ce que ce sont des dispositifs qui vont permettre de façon plus allégée, etc., d'avoir une vraie mesure, d'avoir les informations pour détecter? Ou est-ce que ce sont des dispositifs qui participent de la rééducation comportementale? Je n'ai pas compris. Et d'ailleurs, sur la rééducation comportementale, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments non plus, sinon qu'on a des solutions, mais je n'ai pas bien compris. En fait, le dispositif, c'est une partie du projet. Ça s'intègre dans un réseau où il y a des médecins, des infirmiers. Et c'est un outil de plus qui va donner... En fait, actuellement, sans doute vous ne connaissez pas, on travaille avec un agenda de sommeil. C'est-à-dire le patient à la maison, il recueille tous les soirs et tous les matins sur 3 semaines Et ce papier, il est vraiment utile pour nous et pour le patient parce qu'on écrit chaque jour sa nuit. Et donc, on a un aperçu de ce qui se passe pendant 3 semaines et on a une prise de conscience de dire « Ah, ben finalement, je dors 6-7 heures. » Donc, c'est en tout cas... Mais ce papier se perd, ce papier, on oublie. Et donc, on est quand même dans l'ère du numérique, donc on pourrait quand même l'améliorer tout en mettant une donnée objective qui n'est pas aussi spécialisée ou je ne sais pas comment dire, complexe comme une polysomnographie, mais qui donnerait déjà un avis sur le temps passé au lit pour la prise en charge, mais au sein des réseaux. Oui, du diagnostic et du traitement, parce qu'il a une analyse de ces données, diagnostic et traitement. En fait, on est vraiment sur la prévention, la prise en charge et le suivi de l'insomnie chronique. Et justement, la contribution avec une approche de co-design, c'est de développer des supports. Parce que déjà, les supports pour faire de la prévention, ils sont inexistants. Et ceux pour faire de l'accompagnement à la prise en charge et au suivi, c'est ce sur quoi on a travaillé surtout pendant 3 ans avec la maquette interactive, ils n'existent pas encore. Donc, on est sur les 3 volets, en fait. Alors, c'est en grande partie avec des thérapies cognitivo-comportementales. C'est ce que expliquait Dr Abril, c'est-à-dire de travailler sur la rééducation des comportements et de notre propre cognition. Donc, travailler sur les représentations sur le sommeil. Très bien. Merci beaucoup pour Non, je crois qu'on va être obligé d'arrêter, désolé, parce que le temps nous manque. On est en retard, mais bon. Donc, il y aura du temps pendant le déjeuner pour les... Donc, on va passer à l'exposé suivant. Voilà, on ne devrait pas être autant sur les écrans, hein, c'est écrit. Et je pense que vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, bonjour à tous. Alors, justement, le titre de cette présentation, donc vous ne devriez pas autant être sur les écrans. L'objectif de l'étude que je vais vous présenter, c'est justement un peu de voir si cette mise en garde, elle peut s'appliquer en fait aux patients et aux malades chroniques. Dans la population, vous verrez, il n'y a pas justement l'insomnie chronique. Vous disiez que c'était une des maladies qui était souvent mise de côté. Cette étude le représente un peu. Mais il y a d'autres pathologies qui sont mises dedans. Donc ouais, on va voir ensemble du coup quels sont en fait les usages des technologies numériques au sein d'une population de malades chroniques, et puis quels effets en fait ces usages ont réellement, objectivement, sur des variables liées à la santé et surtout sur la qualité de la relation des patients avec leurs médecins. Ok, donc quelques éléments un peu pour poser le contexte. Déjà, il faut savoir que les maladies chroniques, c'est la première cause de décès. Alors, j'ai juste un petit problème d'affichage sur l'écran. Pardon. Bon, c'est pas grave, je vais essayer dessus comme ça. Donc, c'est la première cause de décès et de handicap en fait au niveau mondial. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Ça représente tout un tas de pathologies différentes qui ont tout en commun en fait de s'inscrire tout au long de la vie en fait pour les patients. Non, alors vraiment j'ai un problème. Désolé. Je pense que c'est ça. En fait, ça défile pas. Avec le pointeur. Ouais, c'est bon.
Ok. Donc, c'est ce que je fais en fait, mais il y a c'est dissocié dans ce qui se passe sur l'écran et ce qui se passe là. Ok. Donc, vivre avec une maladie chronique, ça a des répercussions évidemment sur la vie des personnes qui vivent avec ces différentes pathologies. Et notamment, c'est des problèmes de santé qui vont avoir des répercussions persistantes, continues, liées notamment aux impacts au niveau cognitif, social et émotionnel de ces pathologies. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de technologies numériques qui ont été développées et qui permettraient en partie de répondre justement aux besoins, aux attentes des personnes qui vivent avec une maladie chronique. On sait notamment qu'Internet, c'est connu pour être la première source d'information des personnes qui vivent avec une maladie chronique pour avoir des renseignements sur leur pathologie, les symptômes, les traitements existants, mais aussi pour pouvoir trouver en fait des pairs et partager un peu les expériences des personnes qui vivent avec les mêmes pathologies. Et il y a aussi la santé mobile, donc tout ce qui va être applications et objets connectés, avec tout le développement des trackers physio-comportementaux qui vont viser à faciliter le suivi et la gestion de la maladie chronique. Donc on a eu l'exemple dans la présentation précédente des capteurs de sommeil, mais on peut avoir aussi, on peut penser par exemple aux capteurs d'activité physique pour l'obésité et d'autres choses. Ça existe notamment dans le diabète. La littérature, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a globalement en fait des effets positifs entre les usages des technologies numériques et la santé et les comportements de santé. Ça, c'est dans la population générale. On sait notamment que c'est associé à une meilleure santé et un mieux-être, que les motivations liées à la santé sont renforcées chez les personnes qui utilisent les technologies numériques, qu'il y a un sentiment d'auto-efficacité qui est plus important, un sentiment d'empowerment, donc c'est vraiment le sentiment d'être autodéterminé dans la gestion de sa santé et de pouvoir participer à la prise de décision quant à la prise en charge de sa pathologie. Mais toutes ces études, en fait, elles sont essentiellement centrées sur une approche qui s'intéresse spécifiquement aux usages d'une technologie. Donc les différentes technologies existantes sont étudiées séparément. Donc on n'a pas d'approche multimodale. Et notamment, l'essentiel des études qui existent portent en fait sur les usages d'Internet. Alors, historiquement, c'est effectivement la technologie numérique la plus ancienne, donc ça semble logique, mais il y a quand même très peu d'études qui s'intéressent aux technologies numériques les plus récentes, aux applications mobiles et encore moins aux objets connectés de santé. Et il y a très peu d'études qui s'intéressent spécifiquement aux maladies chroniques. Et généralement, c'est des études qui sont faites effectivement en population générale ou sur des pathologies plutôt psychiatriques, qui peuvent aussi être des pathologies chroniques évidemment, mais du coup qui sont des pathologies spécifiques. Il n'y a pas une approche, on va dire, plus globale et communautaire de la pathologie chronique. Et par ailleurs, ce qu'on capte aussi quand on va s'intéresser en fait au vécu et au sentiment des professionnels de santé, des soignants de manière générale, par rapport à l'arrivée en fait et à la numérisation des parcours de soins et de la santé, c'est qu'il va y avoir une levée de bouclier sur les craintes que ça peut avoir et les répercussions négatives que ça peut avoir justement dans la qualité de la relation entre le patient et les personnes qui vont être impliquées dans sa prise en charge. Donc, au regard de tout ça, nous, on a voulu justement mettre en place une étude qui allait avoir un focus vraiment sur les pathologies chroniques uniquement, en s'intéressant en fait à décrire des profils d'utilisateurs en adoptant une approche multimodale et donc en étudiant simultanément les usages de différents types de technologies numériques. Et enfin, on a voulu regarder en fait si les différents profils d'utilisateurs, ils allaient avoir des caractéristiques spécifiques en termes de profil concernant les variables liées à la santé et liées au comportement de santé, et aussi sur la qualité de la relation patient-docteur. Donc on a élaboré en fait une étude dans une perspective communautaire. On a vraiment essayé d'adopter cette approche-là. On a travaillé avec un collectif de 14 associations de représentants en fait, et militants en faveur des droits et de l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec une maladie chronique. On a du coup travaillé de manière étroite avec ce collectif-là pour vraiment les faire participer, identifier en fait les besoins qu'ils pouvaient avoir dans la compréhension des usages du numérique chez ces malades-là, et aussi dans l'élaboration du questionnaire, donc quelles allaient être les questions pertinentes à poser, et l'interprétation des résultats.
On a donc proposé un questionnaire qui a été diffusé via les réseaux sociaux et les sites internet pendant à peu près 6 mois l'année dernière, au cours de laquelle on a eu plus de 10 000 visites sur le site internet, 1013 questionnaires complets qui ont été répondus, dont 954 qui ont été répondus par des personnes vivant avec une maladie chronique. Il y a une partie en fait de la population à laquelle on souhaitait s'intéresser, qui étaient les personnes vivant en fait avec des personnes qui avaient une maladie chronique, donc les proches. Et donc c'est sur ces résultats-là qu'on va s'intéresser. Donc dans le questionnaire, il y avait plusieurs dimensions qui étaient évaluées, les caractéristiques sociodémographiques, l'ancienneté du diagnostic, la fréquence d'usage des différentes technologies numériques, en s'intéressant donc à 3 types de technologies numériques, Internet, les applications mobiles et les objets connectés de santé. Et puis, donc, on a étudié et évalué tout un tas de variables liées à la santé. Le sentiment d'auto-efficacité, l'empowerment que j'ai défini un peu plus tôt. Donc là, on a divisé l'empowerment en 2 dimensions. On a utilisé un questionnaire qui permettait d'identifier l'empowerment qui était facilité par le médecin. Donc à quel point le patient identifiait que son médecin, justement, l'impliquait dans la prise en charge de la décision, lui demandait son avis sur tel ou tel traitement, proposition de parcours de soins. Et puis, l'empowerment qui est initié directement par le patient, donc à quel point le patient, lui, s'autorise à justement s'affirmer dans la prise de décision médicale. Les motivations liées à la santé, la connaissance perçue par rapport au traitement et la non-adhérence aux prescriptions médicales et au traitement, que ce soit la non-adhérence non intentionnelle, donc c'est-à-dire à quel point finalement, malencontreusement, je vais me retrouver à ne pas pouvoir suivre les recommandations qui me sont prescrites, ou la non-adhérence raisonnée, qui nous intéressait particulièrement, notamment par rapport aux usages des technologies numériques. Donc là, c'est la non-adhérence liée au fait de se dire, oui, on m'a prescrit ça, mais finalement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, du coup, je ne vais pas vraiment suivre ce qui m'a été prescrit. Et enfin, donc, on a évalué la qualité de la relation au médecin, là aussi avec un score global de qualité de la relation et 2 sous-scores qui permettaient d'identifier la confiance qui était accordée au médecin, notamment son professionnalisme, ses compétences, ses connaissances, et la dimension engagement, là qui porte plutôt sur la représentation que le patient a de son implication dans la relation avec le médecin et de la longévité de la relation avec ce médecin précisément pour lequel il répondait au questionnaire. Au niveau des analyses, donc dans un premier temps, on a fait des analyses de clustering pour identifier justement les profils en utilisant comme variable donc, les fréquences d'usage d'Internet, des applications mobiles et des objets connectés. Dans un second temps, donc, on a décrit les distributions dans chacun des groupes sur les différentes variables liées à la santé et on a fait des tests de Q2 pour identifier les différences entre les différents groupes. Et sur les variables de santé, on a comparé du coup les différents scores entre ces différents groupes pour identifier s'il y avait des différences ou au contraire s'il n'y en avait pas. Donc que nous montrent les résultats? Donc sur les profils, concernant la typologie, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 profils qui se dégagent. Le premier, c'est celui qu'on a qualifié de patient hyper connecté. Donc c'est le profil le plus minoritaire. On observe qu'il y a 8,9% de notre échantillon, donc de 954 participants, qui présentent ce profil d'usage-là. Et en fait, c'est des personnes qui vont être connectées, très connectées aux 3 types de technologies et qui vont avoir un usage fréquent, régulier. Vous pouvez voir que pour Internet, c'est 4 à 6 fois par semaine. Pour les applications mobiles, c'est 1 à 3 fois par semaine. Et pour les objets connectés, c'est chaque jour. Et donc là, on est sur une minorité des personnes vivant avec une maladie chronique. Le deuxième profil, donc là, on a à peu près 19% des participants. On les a qualifiés de biconnectés. Donc c'est des personnes qui sont très connectées à Internet et aux applications mobiles, mais en revanche, qui ne sont pas du tout connectées aux objets connectés. Et enfin, le profil majoritaire, c'est celui des hypoconnectés. Donc là, c'est des personnes qui finalement ne sont pas du tout des utilisateurs des technologies numériques, ou en tout cas peuvent en utiliser quelques-unes ponctuellement, mais ça ne fait pas partie en fait, de la façon dont ils vivent avec la maladie chronique, et ce n'est pas du tout une des ressources qu'ils vont utiliser pour suivre et gérer leur pathologie. Donc quand on s'intéresse à la comparaison des 3 groupes sur les différentes variables liées à la santé, là où on observe des différences significatives, c'est uniquement sur l'empowerment qui va être facilité par le médecin, celui qui est initié par le patient,
où on observe en fait, oui, donc au niveau de l'empowerment, que finalement, plus on est connecté, plus on a un empowerment qui est important. Donc ça signifie que finalement, plus j'utilise les technologies numériques, plus je me permets et mon médecin en fait m'implique dans la prise de décision médicale. Et donc je suis affirmé et je suis impliqué dans l'élaboration de mon parcours de soins. Et on observe aussi une différence au niveau de la connaissance perçue par rapport au traitement. Et les personnes qui sont les plus connectées sont là aussi des personnes qui se voient, qui se perçoivent comme étant plus connaisseuses de leur traitement. Sur la relation au médecin, ce qu'on observe, ça va dans le même sens en fait. C'est concernant le score global et le score de confiance, il n'y a pas de différence entre les trois groupes. Donc finalement, il n'y a pas d'effet négatif comme on pouvait éventuellement s'y attendre au regard justement des inquiétudes qui peuvent souvent être mises en avant. Et au contraire, ce qu'on observe, c'est concernant la dimension confiance, on a des personnes qui sont très impliquées lorsqu'elles sont très utilisatrices des technologies numériques. Donc plus on est usager des différentes technologies numériques, plus on est engagé dans la relation avec le médecin. Donc quelques éléments à discuter. Donc, par rapport aux résultats principaux, ce qu'on a observé, c'est que les malades chroniques n'utilisent pas les technologies numériques. On a vu que majoritairement, on avait des personnes qui en fait, étaient des hypoconnectés, donc des personnes qui utilisaient assez rarement, voire très ponctuellement, les technologies numériques. Et finalement, ça pose la question de est-ce que les technologies numériques sont vraiment une ressource en fait, qui va répondre aux attentes et aux besoins des personnes qui vivent avec une maladie chronique aujourd'hui. Et notamment, les technologies les plus récentes, les applications et les objets connectés, ils ont vraiment une place marginale, puisqu'on voit que chez les hypoconnectés, finalement, il y a une seule technologie qui est assez faiblement utilisée, mais quand même qui est la plus utilisée, ça reste Internet. Et finalement, ça pose vraiment la question de, par rapport à cet ensemble de développement et justement toute l'industrie des technologies de santé qui sont développées et tout ce qu'on peut avoir aussi comme attente par rapport à ces technologies-là, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les produits qui sont proposés répondent spécifiquement aux attentes et aux besoins des malades chroniques? Est-ce que vraiment ça a une réelle valeur ajoutée pour la vie de ces patients? Deuxième résultat, donc les groupes n'ont pas de spécificité concernant leurs caractéristiques sociodémographiques. Ce qu'on a vu, c'est que effectivement, au niveau de l'âge, de la CSP, niveau d'études, il n'y a pas de différence entre les trois groupes. Donc ça, c'est un résultat qui va un peu à l'encontre de ce qui a été observé fréquemment dans la littérature. On a tendance à voir que finalement, les personnes qui ont une CSP plus élevée, un meilleur niveau d'études, sont des personnes qui justement utilisent davantage les technologies numériques. Donc nous, dans la façon dont on a compris ce résultat, c'est aussi peut-être lié à notre modalité de recrutement. On est passé par Internet, donc on est déjà sur une population qui finalement est confrontée à Internet, et donc on l'a trouvé à cet endroit-là. Donc c'est peut-être des personnes qui ont déjà un profil spécifique en termes de ces caractéristiques-là. Et enfin, il n'y a pas de différence au niveau de l'ancienneté du diagnostic. Donc là, ça nous a posé la question de est-ce que l'usage des technologies numériques, c'est une variable qui va être stable? Est-ce que finalement, peu importe à quel moment je suis diagnostiqué par rapport à ma maladie chronique, si je commence en fait à être utilisateur et usager des technologies numériques, je vais le rester en fait à long terme. Ça va être une ressource pour moi qui va se maintenir dans le temps. Troisième point, l'absence d'effet négatif, c'est toujours un effet positif. Donc là, on a vu qu'il n'y avait effectivement pas du tout d'effet négatif, que plus les personnes étaient usagées des technologies numériques, et pour autant, elles n'avaient pas des scores plus faibles sur les différentes variables liées à la santé. Les profils, donc il n'y a pas de non-adhérence au traitement, il n'y a pas moins de motivation à la santé, il n'y a pas moins d'auto-efficacité, ni de baisse de confiance en son médecin. Donc ça, c'est peut-être des résultats qui pourraient venir rassurer un peu les inquiétudes qui sont souvent mises en avant, et notamment par les professionnels de santé, concernant les répercussions de l'autonomisation des patients liées aux usages des technologies numériques. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas forcément d'effet positif non plus sur beaucoup de variables. Donc finalement, tout ce qui peut être mis en avant, notamment
de manière un peu marketing, ça va révolutionner la santé, et ben c'est peut-être pas pour l'instant le cas, et ça pose des questions sur le fait qu'il faut peut-être un peu nuancer les attentes qu'on peut avoir en ces différentes technologies. Pour l'instant, ça apporte pas de contribution notable. Et enfin, on a vu qu'il y avait un empowerment qui était associé à une relation patient-médecin qui était de meilleure qualité. Donc chez les usagers, chez les plus usagers des technologies numériques, on a des personnes qui sont très empowerées et qui présentent une meilleure qualité de relation avec leur médecin. Et donc ces résultats-là sont peut-être justement une réponse aussi au discours qui pointe que les technologies digitales sont un peu une menace à la qualité des médecins avec leurs patients. Au niveau des perspectives qu'on a par rapport à ces différents résultats, donc c'est une étude, on aimerait s'intéresser en fait plus spécifiquement aux pathologies chroniques. Donc là, on a regroupé différentes pathologies qui ont des caractéristiques assez différentes. Du coup, l'idée, ce serait quand même de s'intéresser, vu que les dispositifs connectés sont souvent développés pour des pathologies spécifiques, de voir pour chacun des dispositifs, finalement, s'il répond aux attentes de pathologies spécifiques. Dans un second temps, on a vu que, là ce qu'il faut voir, c'est que justement on s'intéresse à la qualité de la relation patient-médecin, mais peut-être que l'effet des usages, c'est pas un effet unidirectionnel et linéaire, c'est pas le patient qui est utilisateur et du coup ces usages, ils vont influencer, déterminer différentes variables de santé et notamment la qualité de la relation avec son médecin. Ce qu'on aimerait faire, c'est une étude justement sur les dyades patient-médecin et peut-être que justement il y a des variables qui relèvent plutôt des dispositions du médecin et peut-être de ses usages des technologies numériques qui peuvent aussi influencer la façon dont l'usage des patients va avoir des effets positifs ou négatifs sur sa santé et sur ses comportements de santé. L'idée aussi, ce serait de mettre en place un suivi longitudinal à partir du moment du diagnostic pour vérifier si effectivement les usages, c'est une variable qui va rester stable. Et puis s'il y a des moments où en fait les usages sont plus impactants, déterminants que d'autres. Et enfin, l'idée, ce serait, au regard de tous ces résultats, d'inviter les personnes qui cherchent à développer des technologies numériques de santé à finalement faire participer les principales concernées dans l'élaboration et le développement de ces technologies-là, puisqu'en fait, si on les fait participer, on arrive assez facilement, plus facilement, à comprendre quelles sont leurs attentes et quels sont leurs besoins, et peut-être qu'on arrivera mieux à y répondre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. S'il y a une super courte question, parce qu'on est vraiment, vraiment out of time. Bon, je vais donner la parole à Jean parce que j'étais frustrée. Merci, c'est intéressant. Vous parlez pas tellement qu'il y a une grande population des gens qui ont des maladies chroniques qui n'utilisent pas les dispositifs connectés. Mais vous n'avez pas un biais lié à l'âge, parce que les maladies chroniques sont quand même, en moyenne, touchent des populations plus âgées que la moyenne de la population. Là, dans l'étude, en fait, on a une répartition de l'âge qui est assez gaussienne. On n'a pas uniquement des personnes qui sont très âgées. Pas uniquement, parce que votre gaussienne n'est pas décalée par rapport à ce que sont les patients, la gaussienne des patients en général, parce que les maladies chroniques touchent des gens plus âgés en moyenne. Non, parce que justement, chez les pathologies chroniques, ça peut être diagnostiqué très tôt. Il y a des personnes qui vont vivre longuement avec, mais ça peut être... Oui, mais par exemple, le diabète touche des millions de personnes et c'est plutôt calé bien après 40 ans, par exemple. Le diabète de type 1, c'est généralement diagnostiqué dans l'enfance. Oui, sauf lui. Mais le diabète de type 2, qui va toucher des millions de personnes, est calé sur des gens plus âgés. Oui. Donc, si vous avez les moyens de regarder toutes vos données façon, pour les recaler... pour répondre à votre question, parce que ce que vous dites, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas un biais lié à l'âge ? On a des patients jeunes dans l'étude. On a autant de patients très jeunes que de patients très âgés. Et on a effectivement regardé si l'âge, ça influençait en fait les usages. On n'a pas de différence entre les trois groupes concernant la variable âge. Et l'âge, c'est pas relié en fait aux usages. Et ça, c'était un des résultats surprenants, c'était que justement, on s'attendait à plus les personnes allaient être jeunes, plus elles allaient utiliser. Mais finalement, plus les personnes jeunes, celles qu'on a en tout cas, ne sont pas des personnes qui utilisent davantage.